est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Le peuple marocain et la famille du mouvement national de la résistance et de l'armée de libération célèbrent aujourd'hui le 80e anniversaire de la présentation du manifeste de l'indépendance. Une épopée glorieuse dans les annales de la lutte nationale pour le recouvrement de l'indépendance et le parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume. Et puis nous vous ferons découvrir Darmkwar, là où fut signé le manifeste de l'indépendance du Maroc il y a 80 ans. Cette bâtisse qui trône au cœur de la place Betha de la Médina de Fès recèle une grande partie de l'histoire du militantisme marocain. En fin de ce journal, nous plongerons dans l'univers pictural du poète, éditeur et peintre Abdellatif Labi. L'homme a dévoilé à Rabat son exposition intitulée « Un poète passe », une véritable ode à l'art au pluriel et à sa portée qui transcende toutes les frontières. Bonsoir à tous, nous célébrons aujourd'hui 11 janvier le 80e anniversaire de la présentation du manifeste de l'indépendance. Une célébration qui marque une épopée glorieuse marquée dans les annales de la lutte nationale pour le recouvrement et de l'indépendance et le parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume. À l'occasion de cette commémoration, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont en nombre de 1381 et se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 1198 détenus et se répartissent comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 234 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 959 détenus, commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 5 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 183 personnes et se répartissent comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou sans reliquat au profit de 48 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 9 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 111 personnes. Et grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 15 personnes. C'était donc un 11 janvier 1944 la présentation du manifeste de l'indépendance, un événement historique gravé à jamais dans la mémoire collective du peuple marocain. Cet épisode glorieux de la libération nationale pour la lutte contre le mouvement cet épisode glorieux de la libération nationale constitue un moment charnière dans la lutte pour la liberté. Il est le déclencheur de la phase de revendication publique de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Évocation avec Mariam Missi. Janvier 1944, 67 nationalistes dont une femme procèdent à la signature du manifeste de l'indépendance. Un document qui sera remis quelques jours plus tard aux autorités coloniales et aux représentations de 3 puissances, États-Unis, Grande-Bretagne et ex-Union soviétique. Le manifeste avait préalablement reçu l'aval du père de la nation et héros de la libération, le sultan Sidi Mohammed Ben Youssef. Un document qui réclamait ouvertement pour la première fois l'indépendance du royaume dans son intégrité territoriale. Cet anniversaire renvoie à une étape charnière de l'histoire du Maroc. Sa particularité réside dans son texte, rédigé dans un langage direct, dense et profond, qui étale les revendications du mouvement national. Un appel clair à l'unité et à l'indépendance. C'est un manifeste historique qui atteste de la forte cohésion entre le peuple et le trône, et ce à travers les différentes étapes du processus de l'indépendance. Un message fort et sans embâge, exprimant le refus catégorique des Marocains de continuer à vivre sous tutelle. Les signataires réclamaient la fin du protectorat et l'accès du royaume à son indépendance sous l'égide de Feu Sa Majesté Mohammed V.
Ce document rappelle le contexte de répression perpétré par le colon français. La bataille historique de Oued Boufkren en 1937 en est l'exemple pilote. À cela s'ajoute la rupture entre le mouvement de résistance nationale et les hommes du protectorat général suite à une série d'exils et d'emprisonnements. Le contexte extérieur fut tout aussi crucial, marqué notamment par la Deuxième Guerre mondiale et le rapprochement affiché entre le président Roosevelt et feu Sa Majesté Mohammed V. Ce concours de circonstances a mené vers le 11 janvier 1944. 8 décennies plus tard, cet événement phare est toujours gravé dans la mémoire collective nationale. Une fierté et une invitation à en méditer les enseignements, ceux de la cohésion entre le peuple et le trône, et des sacrifices des femmes et hommes du mouvement de la résistance nationale pour la libération de la patrie. Je vous propose à présent d'aller à la découverte d'un haut lieu de mémoire, là où fut signé le manifeste de l'indépendance du Maroc il y a 80 ans, Dar Mkwar, une maison qui trône au cœur de la place Al-Betha, l'ancienne Médina de Fès. Vétige d'un temps glorieux, elle recèle une grande partie de l'histoire du militantisme marocain. Anouar El-Roumari et Maria Oued. Comme si le temps s'était arrêté le 11 janvier 1944. Jour de l'indépendance du Maroc, écrit en lettres d'or dans l'histoire de la mère patrie. C'était il y a 80 ans déjà dans cette maison marocaine de la Médina de Fès, devenue un haut lieu de la mémoire collective. À l'intérieur, rien n'a bougé ou presque. Derrière la machine à écrire silencieuse, l'ombre immortelle d'Ahmed Mkwar plane comme une réminiscence nécessaire et éternelle. Patriote de la première heure, il fut l'un des premiers signataires de l'auguste manifeste. Là, précisément, son stylo encore intact apparaît comme l'allégorie d'un tournant décisif. Depuis lors, le Maroc glorieux n'a jamais cessé de se réinventer, toujours. C'est ici que fut signé l'un des moments clés de l'histoire du Maroc. Cette date charnière constitue la mémoire de notre nation, le mouvement de la résistance nationale, avec à sa tête Ahmed Mkwar, Ahmed Bahnini, et plus de 66 signataires avaient milité, corps et âme, pour l'indépendance du Maroc. 80 ans plus tard, nous y voilà, encore, dans cette même demeure, presque sacralisée, où le destin du Maroc fut scellé à tout jamais. C'est l'histoire d'une transmission que chacun porte en lui comme un héritage. Et cela, Nejia Mkwar l'a bien compris. Fille de Ahmed Mkwar et de toute la grande famille de l'Istiqlal, elle porte son patronyme avec fierté et se plie avec joie et nostalgie à l'exercice de la commémoration. Lorsque j'étais encore enfant, mon père passait son temps à me raconter la grande et la petite histoire du Maroc et comment l'idée du manifeste de l'indépendance a germé en lui. Tous les jours, disait-il, mon père retrouvait son ami Mohamed Zouhari non loin de la place Betha à Fès. Et durant de longues heures, ils avaient tous deux à cœur de porter le Maroc au firmament de l'histoire. À partir de ce moment-là, mon père, en grand patriote qu'il était, n'a eu de cesse que de rédiger le manifeste de l'indépendance. Il était une fois un jour glorieux qui fit du Maroc la grande nation de tous les possibles, à jamais ancré dans la mémoire de tous les Marocains du monde. Le 11 janvier est plus qu'un souvenir. Il célèbre l'effort, la résistance et la victoire, comme un engagement indéfectible du peuple pour son souverain et pour sa patrie. Retour sur un événement tout aussi marquant de la semaine, l'élection historique du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour l'année 2024. Une reconnaissance de l'efficience des réformes entreprises par le Royaume sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI, et cela dans les domaines de la démocratie et des droits de l'homme. Je vous propose tout de suite d'écouter le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, qui a livré sa réaction au lendemain de cette élection remarquable lors de la conférence de presse tenue hier en présence de son homologue bulgare.
Cette élection est porteuse de nombreux messages. Elle reflète le large soutien international à la candidature marocaine. 30 des 47 pays membres du Conseil des droits de l'homme ont voté en faveur du Maroc, soit les 2/3 du total des membres de différentes zones géographiques. 10 pays africains sur 13 ont voté en faveur du dossier marocain. Ce soutien est d'une grande importance étant donné que cette candidature a été africaine. Je profite de cette occasion pour saluer le rôle joué par la Bulgarie dans le soutien de la candidature du Maroc, dans la mesure où elle a été l'un des premiers pays à appuyer la candidature du Royaume au sein du Conseil des droits de l'homme. La crédibilité de la candidature marocaine émane des chantiers de réforme dans lesquels s'est inscrit le Royaume ces dernières années, dans les domaines de la démocratie et des droits de l'homme, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI. L'élection du Maroc à la tête du Conseil des droits de l'homme est un gage de confiance quant au rôle du Royaume et sa politique étrangère qui se distingue par la crédibilité, le sérieux et l'équilibre dans la recherche des solutions et des réponses et non pas des problèmes. Au cours de l'année 2023, le Maroc a présenté un total de 10 candidatures auprès de différentes instances internationales. Toutes ces candidatures ont été couronnées de succès, ce qui confirme de manière concrète la crédibilité du Royaume à l'échelle internationale. Le Royaume a joué un rôle pionnier au sein du Conseil des droits de l'homme depuis sa création en 2006, et ce à travers sa présence dans 10 mécanismes de travail et 19 groupes de travail relevant de ce Conseil. Ce qui distingue l'élection du Maroc à la tête du Conseil des droits de l'homme n'est pas le succès en soi, puisqu'il était attendu, mais plutôt sa capacité à vaincre la campagne médiatique menée auparavant par l'Algérie et l'Afrique du Sud contre la candidature marocaine et leur entêtement, en dépit du consensus au sein de l'Union africaine autour de la légitimité de cette candidature. Le Maroc œuvrera depuis sa position à la tête du Conseil des droits de l'homme à poursuivre sa politique équilibrée pour promouvoir la situation des droits de l'homme et jouer un rôle positif et constructif dans ce sens, en partageant l'expérience qu'il a accumulée dans ce domaine. Et au lendemain de cette élection historique du Maroc à la tête du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, les États-Unis ont présenté leurs félicitations au Royaume du Maroc par la voix de l'ambassadrice représentante permanente des États-Unis à l'ONU à Genève, Michelle Taylor. La représentante américaine n'a pas manqué de faire part de l'engagement des États-Unis à continuer à œuvrer avec le Maroc en faveur de la promotion des droits de l'homme à travers le monde. Dans l'actualité internationale à Gaza, toujours pas de trêve à l'horizon. Sur le front, tôt ce matin, l'aviation israélienne a multiplié les frappes dans le secteur de Khan Younes, principale ville du sud du territoire devenue l'épicentre des combats selon des témoins. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé un bilan de plus de 23 000 Palestiniens tués et près de 60 000 blessés. Les morts sont en majorité des femmes, des adolescents et des enfants. Direction l'Ukraine où 13 personnes ont été blessées dans une frappe russe visant un hôtel à Kharkiv. 2 journalistes de médias turcs figurent parmi les blessés. Au total, 19 personnes ont été évacuées par les secours ukrainiens. Plusieurs autres bâtiments dans 2 immeubles résidentiels ainsi que des voitures ont également été endommagés par cette frappe russe. L'Équateur en état de guerre contre les bandes criminelles liées au narcotrafic, à l'origine d'une vague de violences sans précédent dans le pays. Des violences qui ont fait au moins 14 morts depuis lundi. Des centaines de soldats patrouillent dans les rues quasi désertes de la capitale Quito. Les habitants se calfeutrent chez eux dans la crainte d'un nouvel épisode de violence, ce qui suscite l'inquiétude de la communauté internationale. Il est poète, éditeur et peintre engagé. Lui, c'est Abdellatif Labi. L'artiste aux multiples casquettes présente ses œuvres hétéroclites au musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat.
Une exposition hommage intitulée Un poète passe, et c'est d'ailleurs l'intitulé de son célèbre recueil. Une ode à l'art au pluriel et à sa portée qui transcende toutes les frontières. Yassine Mourafek, Abderrahim Benchikhi et Maria Awad. Figure emblématique de l'art en tant qu'esthétique philosophique, Abdellatif Labi interroge le monde des idées et le suprasensible pour mieux en extraire le souffle créateur. Abstraction dans l'espace et le temps et document d'archives célèbre l'existence et la mémoire d'un artiste caméléon au service de la sensation. Une grande figure de la littérature, de la poésie et de la peinture, et qui a fréquenté les artistes marocains, les grands. Mlehi, Mohamed Cheba, Belkahia. Donc tous ces gens-là ont été ses amis. Puis il a été quand même un des premiers à travailler aussi sur la revue Souffle, qui a été une vraie histoire. Cette exposition est aussi l'occasion d'initier un public de néophytes à l'abstraction et aux œuvres qui questionnent la matière. D'ailleurs, c'est avec un collectif d'artistes, tous aussi hétéroclites les uns que les autres, que Abdellatif Labi a créé des poèmes visuels et des tableaux où se mêle le mélange des genres. Une vie au service de l'art et de la création, telle est la vocation de Abdellatif Labi, magicien de la ligne, du trait et de la note, un style inimitable et une signature reconnaissable entre toutes. Ce qu'il y a de fascinant dans la création artistique, c'est qu'elle interroge le sens même de la vie. En ce sens, l'art est un dialogue permanent entre les différents modes d'expression utilisés par l'artiste. D'ailleurs, il va sans dire que la poésie est indissociable de la musique, et chaque pièce, chaque mélodie créée est elle aussi une sorte de long poème réfléchi. Abdellatif Labi, c'est aussi l'élégance d'un monde réinventé, où le sacré et le profane se confondent en une seule et même résonance, l'art avec un grand A. Avant de nous quitter, cette information sportive, le Maroc désigné par la Confédération africaine de football, pays hôte de la CAN 2024 de futsal, programmée pour le mois d'avril prochain. Une édition qualificative aux phases finales de la Coupe du Monde 2024 prévue en Ouzbékistan. C'est ce qu'annonce la Fédération royale marocaine de football. Rappelons que c'est la deuxième CAN de futsal qu'abrite le Royaume du Maroc après celle de 2020 organisée à Laayoune. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.